Allons-y. T'exagères. On pourrait la faire en chanson. Deuxième exposition de cette série Connexion Collection, donc invitation en l'occurrence à toi. Après Alice Anderson qui était la première artiste, donc on t'a proposé d'insérer des œuvres existantes, alors sauf une, qui a été vraiment créée pour l'exposition, mais d'insérer des œuvres existantes dans les interstices de la collection et de voir ce que ça provoquait, puisque le musée évidemment est constitué absolument entièrement de ces dialogues entre les œuvres, que ce soit des dialogues formels, des dialogues thématiques. Et donc voilà, pour poursuivre ces conversations qui existent entre l'art ancien et l'art moderne, eh bien, il y a cette conversation, ces dialogues qui s'établissent avec la création contemporaine. Et donc on est très content d'avoir tes œuvres dans le musée, dans le parcours de la collection permanente. Les visiteurs sont très contents et nous-mêmes qui connaissons absolument la collection, eh bien, ça nous permet aussi d'avoir une autre vision, de nouvelles choses qui se déploient dans cette collection et entre ces objets et entre ces œuvres et nous-mêmes. Alors, effectivement, dans ce que tu dis là, il y a une chose qui est très importante pour moi et qui répond, c'est comme ça on s'est entendu, on s'est parlé, qu'on a dialogué, c'est que de toute façon, dans mon œuvre depuis toujours, vu ma formation, le fait que j'ai toujours regardé toute l'histoire de l'art, j'ai le sentiment aigu qu'une œuvre, elle est plus contemporaine du regard qu'on pose sur elle que de l'époque où elle a été produite. C'est-à-dire, moi, très souvent, il y a des œuvres dont 3000 ans me séparent et qui m'ont parlé très immédiatement, alors que parfois des œuvres plus récentes et inversement. Voilà, donc le regard sur l'œuvre, c'est ça qui la rend contemporaine. C'est quelque chose qui est dans tout le corpus de mon travail, mais là, pour notre exposition, j'ai vraiment choisi 3 séries qui pouvaient incarner cette question de la relation aux œuvres dans un musée et dans un parcours muséographique. Donc les Big Big et Bang Bang qui attestent de notre présence, comment on est présent devant une œuvre. Plus tard, la deuxième série, c'est les dessins préparatoires qui évoquent la question du temps qu'on passe devant elle, qui est une chose importante, parce que plus on passe de temps devant une œuvre, plus elle nous raconte des choses. Et la troisième série, c'est les près d'elle. C'est sur cette sémantique de la peinture, des œuvres d'art. Et justement, on commence cette exposition donc avec ces Big Big et Bang Bang qui sont à la fois ces personnages qui sont dans l'œuvre, ces figures qui sont dans l'œuvre et qui nous regardent, et nous également qui regardons les œuvres d'art. Et puis avec voilà, ce triptyque presque de now, then et when qui pose vraiment ces questions de la temporalité à laquelle on est assujetti quand on découvre les œuvres. Et effectivement, cette question du moment où on les découvre, c'est vraiment une question très importante pour ce musée avec une collection si variée. Hein. On va de moins 3000 avant Jésus-Christ jusqu'à un peu après la Seconde Guerre mondiale. Et comment se fait-il que des œuvres qui sont de cultures si différentes des nôtres, de temporalités si différentes des nôtres, eh bien, parviennent à nous toucher. Et je pense qu'effectivement, c'est aussi des questions qui sont au cœur de ton travail. Et c'est des choses qu'on a voulu effectivement soulever lors de cette exposition Aliénor l'ouragan. Gatien, toi tu dis qu'il nous regarde. C'est la première fois que j'ai cette perception. Parce que pour moi, ces formes, elles sont de dos. Tu vois, c'est drôle. Pour moi, on est en train de voir des formes qui contemplent une picturalité. Ah oui, moi j'ai vraiment cette réciprocité vraiment dans mon sentiment. Alors elles sont évoquées, ce qui permet également pour nous tous, qui que nous soyons, de s'y identifier. Voilà, c'est vrai que pour moi, c'est la série la plus ancienne de mon travail. Comme tu le sais, je travaille de façon ouverte, c'est-à-dire que toutes mes séries coexistent et ne se remplacent pas les unes les autres. Donc c'est la série la plus ancienne, c'est un peu ce que j'appelle la préhistoire de mon travail. C'est le geste le plus primitif qui m'est mis en relation avec la question de la picturalité.
Et pour moi, c'est presque ce que Deleuze appelle des intercesseurs. Ils sont nos intermédiaires dans la question de regarder les œuvres, de prendre le temps d'être dans la contemplation. Et le fait d'avoir choisi ce triptyque Now, When, Then, c'est vrai que ça augurait de à quel moment on entre dans un musée, qu'est-ce qui se passe quand on déambule dedans, et aussi pour moi, comment notre regard sur les œuvres peut changer. Parce que ça pourrait être les mêmes personnages, revus à 3 temps différents de leur existence. Et moi-même, en tant qu'artiste, mon regard a pu considérablement changer dans la fréquentation de certaines œuvres, de certaines périodes, etc. Bien sûr. Voilà, donc on interroge vraiment les visiteurs du musée la question de leur présence et quel regard ils ont à un moment donné sur ce qu'ils rencontrent là. Et la question de cette relation à l'œuvre et de cette relation... Alors, relation, je pense aussi à Édouard Glissant qui a développé cette notion d'être changé sans changer complètement et de se laisser vraiment, on ne ressort pas indemne de la contemplation d'œuvres d'art et les œuvres, elles ne ressortent pas indemnes non plus du fait que, et là on est avec un lien aussi avec Malraux sur le musée imaginaire, ces œuvres et le musée ici en est rempli d'œuvres aussi extra-européennes, d'objets qui n'ont pas été conçus comme des œuvres d'art, mais que le fait que ça rentre dans notre musée imaginaire, dans notre champ de l'art, les transforme en œuvres d'art, et donc notre regard les transforme également. Voilà, il y a ça, c'est une question que j'adore, que tu soulignes, c'est vraiment la réciprocité entre l'œuvre et le spectateur, et le fait qu'on se met au monde mutuellement. Je pense que vraiment, autant les œuvres nous mettent au monde que nous mettons les œuvres au monde en les regardant. Et c'est quelque chose qui est fondamental pour moi dans le rapport vivant qu'on a avec les œuvres d'art. C'est vraiment une réciprocité. On va continuer la déambulation. Évidemment, ce jaune qui va si bien avec le jaune du bon vin, comme le rouge va si bien avec cette niche qu'on aperçoit après. On a beaucoup parlé là de cette connexion et on va dire le côté conceptuel plutôt de l'exposition sur ces questions de l'ici et maintenant, de notre rapport à l'art, mais il y a évidemment aussi des jeux formels. Et donc avec ces figures des Big Big et Bang Bang qui peuvent répondre aussi cette inclinaison qu'on peut retrouver par exemple chez le grand-père dans le tableau de Bonvin ou qui font écho aussi aux Ibeji là-bas plus loin. Oui, la statique du corps, ce qui est toujours pour moi émouvant quand je fais ces formes anthropomorphes, non genrées aussi, c'est important, ce sont ni des hommes ni des femmes, ni des... elles sont ouvertes. C'est que je les fais d'un seul geste, il n'y a pas de repentir. Et avec le temps, ça fait très longtemps que je converse avec elles, en fait, c'est vraiment impressionnant de voir à quel point elles sont toutes différentes, elles s'incarnent toutes différemment, d'autant plus quand il y en a deux. C'est-à-dire que la posture du corps, l'inclinaison d'un corps par rapport à l'autre, elles ont à chaque fois leur caractère. Et là, dans cette série, ce qui est intéressant, c'est vrai que c'est la chromie qui s'est tellement bien intégrée dans le musée. Et on le rappelle, ce sont des œuvres préexistantes. Je les ai pas faites pour le musée. C'est pas parce que tu as vu qu'il y avait telle couleur dans tel tableau que c'est apparu sur la toile. Non, c'est des œuvres existantes. Et notamment celle-là, c'est des œuvres qui ont une technique très particulière, qui s'est imposée à moi parce que je travaille aussi comme ça, comme tu le sais. C'est-à-dire que c'est l'œuvre qui me demande une certaine technique et souvent j'innove complètement. Là, c'est du crayon sur toile avec par-dessus au moins une vingtaine de couches d'aquarelle où je fais monter la couleur jusqu'à la densité que je trouve juste. Et là, tu vois, à chaque fois que je les revois, je trouve que le jaune, il est tellement puissant, on dirait du miel presque. Je trouve que dans cette série, il y a le halo que crée la couleur autour de ces deux formes, le fait et la douceur de l'aquarelle qui n'est pas une peinture opaque et dont on sent la profondeur parce que c'est vraiment beaucoup de couches qui ont été superposées les unes aux autres. Avant de passer à l'autre Big Big, ce petit tableau de Maurice Denis que j'adore, parce que moi j'y ai tout de suite vu deux formes. C'est vraiment, ils sont aussi, c'est des petits Big Big. Ils sont ces deux formes magnifiques, j'adore, avec ce fond et le rose chez Maurice Denis qui est inouï.
J'adore ce petit tableau. De ces filles. C'était ces filles au balcon de leur villa à Silencio. Ouais. Et donc là, incroyable, on a le troisième tableau qui est de la couleur de cette niche. Voilà. Qui est absolument inouïe quand même. Donc c'était une évidence de le mettre là et de le mettre effectivement voilà, en relation avec ces ibeji, avec ces statuettes de jumeaux. Des jumeaux quand même, c'est incroyable, c'est des formes jumelles. C'est incroyable avec les bigues. Et parfois des jumeaux, mais avec là pour le coup, ils sont genrés. On retombe là sur ce principe aussi du musée de faire ces dialogues à la fois formels avec ces personnages qu'on retrouve dans Les Passants du Quai des Grands Augustins, du tableau de Marquet, et puis avec ces visages de cette magnifique gitane de Van Dongen et cette tête extrêmement ancienne, période grecque de l'Égypte antique, qui appartenait d'ailleurs à Cocteau. Et donc on a, il y a dans La Belle et la Bête de Cocteau, il y a un moment où les statues bougent, les yeux bougent, et en fait ça appartenait à son grand-père. Et quand il était petit, il était évidemment extrêmement impressionné. Enfin, c'est resté dans sa tête. On a aussi ce côté, on parlait du musée imaginaire, c'était dans son musée imaginaire à lui. Et puis c'est ressorti plus tard de manière différente. C'est ça. Et c'est ça aussi la création, c'est d'avoir ces influences diverses et variées et qui ressortent à un moment. Comme si elles effleuraient, que tu parlais de cette profondeur de la toile, et finalement il y a une sorte d'effleurement de la couche compris, superficielle. Tu vois, pourtant moi, ça fait un certain nombre de fois que je viens ici, à quel point l'œuvre nous parle différemment. À chaque fois, tu vois, là aujourd'hui, moi je vois à quel point elle a des cils, on dirait qu'elle a du mascara, mais on voit vachement bien les cils, et on les voit très très bien dans le Van Dongen. C'est la première fois que je vois ça. Et tout d'un coup, là aujourd'hui, je ne vois que le mascara. Et à la fois, le fait que la chromie de la chair de cette tête, elle renvoie tellement, tellement bien aux formes là-bas qu'on dirait que le tracé, presque comme des cheveux crépus, presque comme elle, le tracé brun. C'est vraiment, et ça c'est impressionnant comme vraiment presque l'image absente. Oui, complètement. Voilà. C'est l'image absente de ces formes là-bas. Et ce que j'aime aussi beaucoup dans cet endroit, c'est le fait de pouvoir voir les deux tableaux, comme si la cloison au milieu, c'était aussi la question de la déambulation dans le musée des Simèses, et qu'on passe à deux temps différents. Et on va le retrouver aussi plus tard dans l'exposition, c'est presque des prédelles qui fonctionnent à deux, avec cet espace entre qui est tellement important également. Exactement, ça fait presque un diptyque. Et d'ailleurs, tu vois, je remarque aussi aujourd'hui que les formes, les personnages vont dans deux directions différentes. Mais ont tendance presque à se rapprocher. À tendre les unes vers les autres. C'est incroyable qu'on soit arrivé à la même teinte. Tout à fait. On ne va pas parler trop fort, mais c'est juste aussi par rapport à techniquement parce qu'il y a moins de lumière. C'est une salle assez importante puisqu'on a l'Ouragan de Germaine Richier, ce qui a donné ce titre à l'exposition, Aliénor, l'Ouragan. Et on a un tableau d'Agnès qui est un tableau d'une série Peinture d'histoire. Donc il y a 3 séries d'œuvres, mais il y en a une 4e en fait qui est représentée par cette œuvre-là, où on voit une jeune femme tenant un livre ouvert qui fait référence, qui dans le cadre de l'exposition peut rappeler le gisant d'Aliénor d'Aquitaine avec un livre ouvert. Alors évidemment, ce personnage, il est tiré d'une peinture de Manet, c'est Victorine Meurant, et qui lève le regard vers nous aussi, parce que nous, on doit aussi lever le regard vers les œuvres. C'est très important. Ça nous demande un déplacement physique. Et puis il y a ce personnage d'ailleurs où tu me disais que c'était un rebelle syrien. Exactement, qui combattait Bachar el-Assad. Lit un texte. Alors lui, il est debout, elle est assise. On va retrouver l'effet de contraste entre l'ouragan qui est debout, qui se tient dans une forme un peu en attente aussi, mais en même temps pleine de puissance. Et puis cette forme apaisée du gisant d'Aliénor. On a dans l'exposition aussi
ces oppositions, ces contrastes, c'est complémentaire aussi. Voilà. Et puis on a une vidéo, c'est la captation de la performance qui a eu lieu au début de l'exposition, lors du vernissage, où Agnès avait souhaité inviter 4 autrices. Donc on a Marie Dariussec, Hélène Giannichini, Anne Kawala, qu'on voit à l'écran, et Tiffaine Samoyo, à produire un récit d'une rencontre entre l'ouragan et le gisant d'Aliénor. Un moment très fort, Très quand fort. même. Le catalogue de l'exposition, les textes sont reproduits en intégralité. L'ouragan est sorti du musée pour aller dans la nef de l'abbatiale de Fontevraud. Donc elle tient le mur de prédelle. Ce deuxième corpus qu'on a installé dans le musée, les prédelles étant des petits formats qu'on met sous les grands formats habituellement dans toute l'histoire de l'art, pour moi, elles viennent raconter quelque chose de justement du langage de la peinture, du langage des œuvres, de comment on les regarde. Et donc elles fonctionnent toujours en diptyque avec un mot. Je commence toujours la série par le mot et ensuite je viens le mettre en tension avec une forme, des couleurs. Et c'est Dominique Gagneux qui est l'autre commissaire de l'exposition qui parlait presque de cartel des œuvres qui les entourent. C'est près d'elle qui disent quelque chose de la peinture, qui disent quelque chose des œuvres d'art qui les environnent. Évidemment, on a par exemple la question du cadre, avec ce cadre très typé qu'on retrouve dans le tableau de Flamin, qu'on a ce Wandering qui est magnifique, avec ce paysage qui se dissout presque en couleurs, qui fait écho, qui dialogue avec ce tableau très intéressant de Varroquier, qui d'ailleurs peint avec une surface, une toile où on voit vraiment la matérialité de la toile aussi. C'est ça qui est intéressant aussi. Voilà, je suis intéressé aussi évidemment par ce que c'est la peinture. Et, je ne sais pas, est-ce que tu t'étais rendu compte que Time, avec cet arrière-plan très abstrait, très géométrique, eh bien on retrouve ces chevrons, tu vois, sur les pattes de ce cimier Tiwara, de ce mouvement des pattes. Enfin, justement, c'était pour montrer un mouvement. Et moi, je trouve ça génial que le temps est mouvement, le temps ne s'arrête pas. Et donc, on a cette idée de l'œuvre d'art d'une époque différente de la nôtre qui nous parle quand même. Cette question du temps, cette forme qui se répète, qui sont similaires dans ces deux œuvres. Et puis ça c'est fabuleux. Voilà encore. C'est fabuleux parce que c'est vraiment des chevrons. Alors ils s'emboîtent tous dans le même sens, alors que moi j'avais fait les chevrons dans les deux sens pour signifier cette question du temps. Dans l'art, le passé donne naissance à l'avenir, autant que les œuvres du futur vont réensemencer celles du passé, régénérer le regard. Enfin, il y a vraiment dans l'histoire de l'art, pour moi, un temps qui va dans les deux sens. Cette rencontre finalement des temporalités, c'est également des rencontres de langue. Là, on a évoqué cette question avec language, question du langage et cette question de la diversité et aussi d'une certaine universalité presque, sans être quelque chose qui harmonise, puisque on a quand même ces pays aussi que tu dessines. C'est pas, il y a des différences et elles sont là, elles sont intéressantes et elles sont source d'altérité, mais aussi de dialogue et de complexité, mais dans un sens positif du terme, j'ai envie de dire, puisque cette diversité, elle se retrouve aussi dans la diversité des œuvres du musée ou dans la diversité des œuvres d'art en général. Il est toujours aussi beau, lui. Alors c'est la seule œuvre qui a été faite pour l'exposition. Peut-être que tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé quand tu as créé, puisque c'était un challenge, tu n'avais jamais fait de toile aussi grande. Oui. En fait, moi, j'adore les pièces d'échecs de Germaine Richier. J'ai vu ce grand tableau de Bernard Buffet qui est très, très quadrillé. Et en fait, j'ai cette série de dessins préparatoires qui interrogent la question de la temporalité de l'œuvre, du temps qu'on passe devant une œuvre, du temps du regard, etc. Je vous ai proposé de faire un dessin préparatoire
du même format que le Bernard Buffet, donc 3 mètres de long par 1,50 m de haut, qui représente une écriture de l'espace et du temps complètement performative et surtout des gestes très ronds, très amples du bras et qui vont contraster avec le Manhattan de Bernard Buffet, le maintenant. Bon, maintenant, puisque en fait l'idée de ces dessins préparatoires, c'est que je passe une couche de médium sur la toile, très épaisse. Ensuite, je vais prendre des craies aquarellées, donc dont le pigment ne se dépose que quand le médium est humide. Et je vais rentrer dans une sorte de transe où je dessine, je gesticule dans le format, je bouge quasiment les yeux fermés. Dans une certaine urgence, avant que ça sèche. Parce que quand ça sèche, le pigment ne se dépose plus. Donc l'œuvre, elle contient du temps, elle contient le temps. En fait, le médium détermine le temps que je vais pouvoir avoir pour réaliser l'œuvre. Et quand ça commence à sécher, la dernière chose que je fais, c'est que j'écris maintenant dans le haut du format et l'œuvre est terminée. Donc c'est vraiment un morceau de temps. Et ce qui a été merveilleux, c'est qu'on a pu filmer. Ce qui m'avait frappé et touché aussi, c'était ta respiration. Oui. C'était voilà, il y avait ces moments et le va-et-vient évidemment à se rapprocher et à s'écarter de la toile, mais aussi ce souffle en fait qu'il y avait. Oui, c'est hyper physique en fait. Et c'est une endurance, c'est-à-dire qu'au début ça va et puis plus on dessine, d'ailleurs on voit très bien qu'il y a plein de gestes différents. Il y a des gestes très amples, il y a des gestes comme des choses de feuilles qui tombent, il y a des... Après je remonte, après je vais dans les... C'est vraiment très très... Effectivement, je recule par moments en ouvrant les yeux et je repars dans la bataille. Et tu parles de bataille et on est à côté d'une pièce de Germaine Richier qui s'appelle L'échiquier grand. Donc on est dans le jeu d'échecs qui est finalement aussi une sorte de bataille contre un adversaire et où on a ces formes aussi qui se déplacent, très hybrides, qui sont changeantes. Elles sont changeantes également. On a une sorte de démultiplication de cette hybridité de ces figures avec ces ombres portées au sol et qui sont en contrepoint de l'œuvre de Bernard Buffet, comme si cette ville singulièrement dépeuplée d'une certaine manière était en attente d'avoir du mouvement, parce qu'on la connaît, New York c'est la ville qui ne dort jamais, et là pourtant elle est vide. J'ai jamais pensé à ça. Et oui, il y a quelque chose d'en attente et d'en attente d'un souffle qui viendrait ranimer déambulation et les pièces d'échecs sont presque les habitants potentiels. C'est ça, exactement. Et comme disait Dominique, ce qui est beau aussi par rapport au mouvement de ce dessin préparatoire, c'est qu'un jeu d'échecs, c'est un périmètre sur lequel des pièces se déplacent. Et là, c'est à l'intérieur du cadre. Voilà. Probably. Ça a été une des premières intuitions. Oui, très vite. Très vite. Ouais. Très vite. À la fois pour le dialogue formel et pour le sens, pour la thématique de ces objets finalement dont on connaît très peu de choses, dont on sait très peu de choses, à quoi ils servaient, par qui ils étaient sculptés, mais ils sont là devant nous avec une telle beauté, une telle simplicité, une telle force. Mais voilà, avec toutes ces questions, et c'est peut-être aussi ces questions qui font ils nous touchent. On n'arrive pas au bout de ce genre c'est une énigme qui n'en finit pas. d'objets. Et voilà, et là tu as cette prédelle probably qui pose cette question de peut-être que ce qu'on ressent là, c'est ça, mais peut-être que c'est autre chose, c'est jamais. Et ce dialogue avec les œuvres d'art, c'est toujours ça, c'est quelque chose de toujours recommencé qui continue sans cesse. Et puis il y a évidemment ces formes, alors rondes ou ovales, qu'on peut retrouver dans la forme de ces figures. Et même la couleur, parce qu'aujourd'hui, je vois vraiment la chromie. Parce que moi il y a du jaune, du bleu, et en fait dans cette figure de gauche, là je trouve qu'on retrouve vraiment des éléments de chromie qui se répondent. Tu en parles dans ton journal. Tu as été voir une chapelle, une église dans laquelle il y avait des personnages ou des lions avec des multitudes d'yeux.
Avec des yeux dans voilà, les ailes. des yeux dans les ailes. Ah ouais, j'adore. Et moi, quand j'ai lu ça, quand j'ai lu cette histoire-là, je me suis dit, mais c'est assez intéressant parce que après, tu fais un lien entre la palette de l'artiste avec l'espace pour mettre le doigt qui est aussi, enfin voilà, avec cet œil. Ouais. Et les idoles cycladiques, elles n'ont pas de regard. Est-ce que ces ronds, ces ovales, ne sont pas les yeux de ces statues beau. manquantes ou j'adore. nos yeux à nous qui j'adore. essayons de trouver des réponses? J'adore. C'est magnifique. C'est magnifique parce que du coup, on a l'impression d'une myriade d'yeux au-dessus des figures qui sont là, et qui ne sont pas attribués à l'une d'elles, mais qui attendent d'être en usage ou d'être attribués. Donc c'est vraiment le regard, finalement, ce que tu dis, ce serait vraiment le regard en suspens, probablement. J'aime beaucoup. Et de toute façon, l'exposition, c'est une question de regard, cette exposition, évidemment. Ouais. J'entends du bruit. Donc là, on a, on a un énergumène. Et on peut, tout en observant le résultat fini, on a ce moment intime. Très heureusement, intime. Que les caméras ont été posées. J'ai oublié qu'il y avait des caméras parce que j'aurais pas pu me lancer dans cette espèce de transe. Là, je suis complètement partie dans ce mouvement. Et c'est vrai que c'est super de l'avoir accroché là et d'être dans le process qui est pour moi tellement important, le process de la peinture, que les gens puissent voir de quelle traversée une œuvre résulte, de quel corps à corps, et c'est génial d'avoir ça sur le fond du mur de l'atelier avec toutes les traces de peinture. Et puis l'objet fini qui a l'air figé, mais qui est tout sauf. Ouais, c'est super ça. Ça me donne envie de retourner en faire. Je te comprends. Et voilà, on parlait justement, tu évoquais déjà cette technique du barouflage et donc avec cette transparence, alors qu'évidemment on l'avait placé comme ça parce qu'il y avait ces jeux aussi de couleurs, ce vert qui est presque un peu un verdaccio comme ça. Exactement. Il y a un côté voilà. Et ça a été une évidence pour moi, tu vois. Là, c'est fou ce que le regard nous précède quelquefois parce que je suis arrivée là, j'ai vu le Derain et dans ma tête, j'ai tout de suite vu le vert de ce tableau-là. Pourtant que je regarde pas tous les jours, mais c'est ça qui est merveilleux. En tout cas, ce tableau-là, tout de suite, je vous ai dit, il y a ce big vert qui pourrait fonctionner. Et là, il n'y a pas seulement la couleur qui fonctionne, il y a l'oblique qui nous fait penser au rideau, du Derain. Ou de la table, il y a cette table qui est légèrement creusée, qu'on retrouve aussi ici, voilà. Et puis, ces différentes couches, et on peut vraiment bien le voir aussi sur les côtés. Voilà, ça c'est barouflage. Voilà. Et ça donne aussi c'est vraiment cette idée que la peinture, c'est pas qu'une image, c'est aussi c'est aussi un objet en fait, et on s'en rend vraiment compte. Et une profondeur parce que là, il y a du travail des deux côtés de la toile avant qu'elle soit marouflée. Donc. Voilà. Et nous, c'est vrai que ça avait fait tout à fait du sens par rapport à ce tableau de Derain que j'adore. Belle nature morte où on voit derrière par transparence des choses. Il y a des trucs qui sont passés, on ne sait pas réapparaissent. Et là, on retrouve cette espèce de ce bloc presque ce pan brun qui vient là à la fois nous dire c'est une table, mais ça n'est pas qu'une table, c'est aussi de la peinture quand on voit ici. Ça d'ailleurs, ça me fait penser à tes Big et Bang Bang, tu sais, un peu la manière dont les traits sont. J'aime beaucoup les petits Derins qui sont sur le côté là aussi. Ils sont magnifiques ceux-là. Justement parce qu'ils sont tellement. Il y a tellement la matérialité de la peinture. Tout à fait, oui. On se demande mais qu'est-ce qui se passe ici là, ou bien là. Tu sais à quoi ça me fait penser ? Ça me fait penser au Courbet, l'atelier, tu vois, où tu as les 2/3 du tableau au-dessus, où c'est une espèce de... Tu sais pas si on est dedans, dans la forêt, dans une espèce d'espace indéterminé là qui est magnifique.
Et là, du coup, on a pu mettre ce petit Big Big, Baby Big Big. Big. Ouais. Qui fonctionne très bien. Hein. Il a trouvé sa place dans cette vitrine. Vitrine hétéroclite, on va dire, avec ces têtes de Derain, cet objet qui lui a appartenu. Donc on voit évidemment des univers de formes et ces objets africains, népalais, cette porte d'Ogon qui est très drôle et dans sa simplicité. Oui, Dominique, elle voulait vraiment faire dialoguer ces deux seins et ces deux formes. Après, de nouveau, la chromie qui fonctionne très bien. Le brun et puis espèce de la vie avec l'écriture. Et cette écriture effacée, enfin cette écriture Elle est au dos. Qu'on ne sait plus vraiment déchiffrer, qu'on essaye de déchiffrer. Et puis là, on a une... ça, on parlait au début de ces figures de Big Big et Bang Bang qui se balancent aussi, qui ont un rythme. Et puis, on a, par contraste, d'une certaine manière, cette magnifique figure Fang féminine. Donc ça, c'est assez rare. Hein. Généralement, ils représentent, ce sont plutôt des hommes qui sont représentés. Donc là, ça veut dire que cet ancêtre avait vraiment quelque chose de très particulier, mais avec un hiératisme et une force qui répond finalement à ces figures qui, elles, sont plus dans ce côté mouvant, fluide. Alors là, on s'était dit aussi que c'était intéressant d'avoir finalement le vestige, le lien entre l'histoire du bâtiment qui a à un moment, après son histoire longue de bâtiments à destination des abbesses et puis de bâtiments inclus dans cet univers carcéral et puis laissés à l'abandon et avec une intervention d'un artiste. Là, c'était Georges Rousse lors du premiers ateliers internationaux du FRAC Pays de la Loire et finalement ce lien avec le musée et en tout cas cette destination muséale actuelle et ce passage du temps et ce geste de l'artiste aussi qui, alors là, à la différence de Felice Varini, pour Georges Rousse, c'est la photo qui est l'œuvre, mais malgré tout, voilà, cette trace du passage de l'artiste, et puis qu'on retrouve la trace de ton passage, la trace de ta main sur ce... Avec ce Big Big qui, lui, est très récent, contrairement au suivant et au dernier qui est beaucoup plus ancien. Et là, de nouveau... il y a une correspondance entre les traces de Georges Rousse au mur et la technique du dessin préparatoire, qui est d'ailleurs comme si les Big Big contemplaient une de mes œuvres, donc cette question des séries qui se promènent les unes devant les autres, puisqu'on a ce tous tracé, le mot maintenant en haut, et là on a cette très beau série de tableaux de Soutine avec ce orange qui est tellement particulier chez lui et qui détonne un peu d'ailleurs presque dans la collection avec ces tons qui ressortent très fort et c'est vrai que cet orange dans ton œuvre là évidemment aussi détonne par rapport à ce qui les entoure avec un paysage minimal. Ouais, j'appelle en rigolant impression soleil levant. Ou impression suprématiste. Voilà, qui dialoguait vraiment bien avec le... Donc ça, c'est un des plus anciens Big Big, puisqu'il est de 95, donc il a quasiment 30 ans. Et ça rejoint ce que tu disais au début. Là, on en a un de cette série des Big Big et Bang Bang très récent. Ouais. Ça, c'est un beaucoup plus ancien. Les séries, vraiment, elles t'accompagnent. Il n'y a pas une période Big Big et Bang Bang, une période dessin préparatoire, une période près d'elle. Je serais très malheureuse. Et je serais malheureuse vraiment si j'étais obligée d'en abandonner l'une pour l'autre parce qu'elles font partie de moi. Elles correspondent à différentes géographies de mon corps de peintre et j'ai besoin d'elles toutes. Effectivement, j'ai cette singularité de travailler de façon circulaire avec toutes les séries qui continuent dans le temps. À partir du moment où elles ont commencé, elles perdurent.
Et elles se nourrissent les unes des autres. les unes des autres. Ouais. La dernière œuvre du parcours qui est cette prédelle translation, voilà, on a ces déplacements. Et finalement, dans le musée, c'est ça aussi, hein, dans cette collection, voilà, ces déplacements. Et puis là, on l'a évidemment aussi, ça c'était une évidence, hein, d'avoir voilà, ces formes triangulaires qu'on retrouvait dans ce paravent qui est fait, comme tu le sais, à partir vraiment d'un assemblage de différents tapas, donc, qui sont ces textiles végétaux qu'on trouve en Polynésie, à Fidji, à Tonga, Tuvalu, et qui ont été montés, sans doute probablement ramenés par un voyageur occidental, ramenés en Europe, montés sur un paravent par un artisan local à qui on a demandé d'ailleurs de s'inspirer de ces motifs traditionnels pour l'arrière du paravent. Et on a cette question voilà, de la transposition de ces formes d'une culture à l'autre. Et tu disais aussi voilà, que c'est important de connaître l'histoire de l'art, non pas pour avoir une sorte de connaissance théorique, érudite de l'histoire de l'art. Les siècles et les siècles qui nous ont précédés sont un matériau vivant pour la réalisation de son œuvre maintenant, quoi. Bien sûr, parce qu'on est... En fait, à toute époque, s'il y a eu une œuvre, il y a eu des gestes, une sensibilité, un cerveau, un contexte. Ça, je me souviens, c'était une intuition de Dominique. Et c'est vrai que c'est particulièrement émouvant de voir comment la technique, en fait, l'écriture de cette prédelle, les triangles sont tellement proches de cette œuvre qui était une œuvre d'art, qui a été transformée en objet utilitaire, en traversant les océans. Et toute cette question, effectivement, qui est le centre de votre collection, c'est-à-dire comment, par-delà les provenances, les époques, les contextes, les œuvres vivent, se révèlent à nos yeux et surtout sont révélées les unes par rapport aux autres. Tout à fait. C'est ça le but aussi de Connexion Collection, voilà. Vraiment de pouvoir avoir ces œuvres qui parfois vivent autrement, oui. Qui sont en tout cas activées par d'autres liens entre elles et par ricochet d'une certaine manière aussi avec nous. Par nos regards. Ben voilà. Voilà. On a fait le tour.